Salut les Frenchies et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau mag des Frenchies. Aujourd'hui une vidéo super importante, on est très heureux et je vais d'abord accueillir mon compatriote de toujours. Salut Simon, ça va? Salut Telesco, c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Un plaisir partagé. Une fois n'est pas coutume, on a aussi avec nous notre monteur. Gilles, comment ça va? Salut Simon, salut Telesco, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Et moi aussi je suis ravi qu'aujourd'hui on a l'honneur d'avoir Vincent Poirier avec nous. Salut Vincent, la forme? Ouais, ça va, tranquille. Confinement toujours. Et oui, toujours le confinement, hein, on sait, c'est pas évident, mais tu nous fais l'honneur d'être ici. Donc aujourd'hui on va faire une petite interview. Le but c'est d'avoir un peu ton retour sur toute ta carrière, qui est encore très récente, mais qui est déjà très intéressante. Et puis aussi avoir un peu ton avis et ton ressenti sur ce confinement NBA. The Lakers had a healthy DeMarcus Cousins, it would not be fair. 28 games against LeBron, so that streak will from behind. Poirier, a nice move, and he banks it home. Donc déjà, Vincent, est-ce que tu peux nous dire comment et pourquoi le basket? Comment? Déjà, la plupart des gens le savent, mais voilà, je faisais beaucoup de foot quand j'étais jeune. Et voilà, dû à une croissance qui est arrivée, pas d'un coup, mais on va dire que j'ai pris beaucoup de centimètres durant un été. Voilà, j'ai commencé à être très grand et voilà, je me sentais moins à l'aise au foot. Et donc, j'ai décidé de changer parce que j'avais des potes qui jouaient au basket dans ma classe. Donc, ils m'ont incité à venir. Et voilà, j'avais le coach qui était venu me parler, etc. Donc, il y avait vraiment un engouement autour de moi à l'époque au club. Donc voilà, j'ai décidé de tenter, tu vois. Je voulais juste faire du sport, m'amuser, être avec mes potes. Donc voilà, j'ai changé pour le basket. Et, voilà, c'est arrivé un peu naturellement, hein. J'ai rien forcé, ça s'est fait comme ça du jour au lendemain. J'ai décidé d'arrêter le foot et de faire du basket. Et voilà. Ok, donc après, t'as vite commencé à être pro. Comment ça s'est passé cette fracture? Est-ce qu'au foot, t'étais déjà à un très haut niveau? Et comment on arrive au basket un peu tard et on arrive au très haut niveau très vite en fait pour toi, de ton côté? Non, au foot, je jouais avec pareil, j'étais dans le club du coin. C'était un bon niveau, mais c'était pas incroyable non plus, tu vois. Il y avait pas de quoi se la péter, on va dire. Mais voilà, comme je t'ai dit, je voulais jouer avec mes potes. Le foot, c'était quelque chose que je kiffais. Je suivais à la télé, etc. Et voilà, j'en avais toujours fait. Donc, je continuais naturellement année après année. Et voilà, mais après le basket, ouais, c'est arrivé rapidement parce que pareil, je me suis inscrit au club à côté de chez moi et rapidement, on jouait en région et on a rencontré le Paris-Levallois. Et c'est vrai que je faisais 2,10 m à l'époque, donc voilà, ça les a un peu interpellés, comme la plupart des gens dans le basket. Avoir été contacté par des personnes qui croyaient pas en mon existence, mais voilà, qui voulaient me voir, qui voulaient voir si j'existais, d'où je venais, comment j'étais apparu d'un coup comme ça avec une licence à 2,10 m. Et voilà, donc j'avais fait des tests à l'époque au Paris-Levallois pendant des vacances au mois de février, ça devait être quelque chose comme ça. Et voilà, et ça s'était bien passé. Il m'avait demandé si je pouvais revenir tous les lundis jusqu'à la fin de saison. Donc, j'avais dit, ouais, pas de souci. Donc, tous les lundis, je faisais l'aller-retour parce que j'habitais encore chez mes parents, etc. Mais voilà. Et à la fin d'année, écoute, je pense qu'ils ont vu que j'étais assidu, que j'étais déterminé et que j'avais envie de progresser. Et donc, ils m'ont proposé un contrat pour rentrer en espoir. Ouais, pour rentrer en espoir parce que j'allais sur mes 19, je crois. Donc voilà. Et puis le même été, j'avais été convoqué avec l'équipe de France U18 à Tremblay. Donc voilà, tout était un peu précipité, on va dire. Tout était très rapide. Après à peine 6 mois de basket, voilà, j'étais déjà rentré en centre de formation. Les équipes de France m'avaient déjà appelé, etc. Donc voilà, c'était assez rapide. Ah, ça c'est sûr, hein. C'est une ascension fulgurante. Moi je vois, j'ai entendu te parler de toi comme ça d'un coup.
J'avais pas vu sur les radars, et puis d'un coup, de toute façon, en plus, on a le même âge, donc tu vois, c'était à peu près. Pendant que moi, on me disait que j'étais pas bon basket, bah toi, tu Physiquement, comment est-ce que ça s'est passé? Justement, être sollicité comme ça sur le basket aussi rapidement. Ton corps, est-ce qu'il a mis du temps à s'adapter? Bah écoute, vu que j'avais fait beaucoup de sport, enfin je faisais beaucoup de sport en général, j'étais plutôt à l'aise, tu vois, que ça soit à l'école, en EPS, quand tu fais du badminton, du handball, voilà, j'étais plutôt à l'aise. Et puis j'avais fait beaucoup de foot, donc je pensais que ça allait être simple, on va dire. Mais c'est vrai que ça demande un effort différent que celui que tu peux avoir au foot. Voilà, c'est plus intense, c'est beaucoup de start and stop, changer de direction, etc. Donc au début, voilà, c'était un peu compliqué, surtout qu'il y avait beaucoup de choses à apprendre autour de ça. Les règles, déjà, les règles de basket, voilà, fallait apprendre à shooter, fallait apprendre à se placer sur un terrain, avoir les bons réflexes, voilà, s'adapter. Mais après, physiquement, bon, j'avais l'avantage déjà d'être grand. Voilà, donc quand tu joues, t'arrives, tu fais 2,10 m, donc t'as déjà une grosse qualité. Mais bon, après, voilà, il a fallu travailler sur les jambes, il a fallu travailler les postures, renforcer tout le corps, parce que le basket, ça demande de contrôler tout son corps. Mais bon, ça s'est fait au fur et à mesure, en fait. C'était un process, on va dire. Tu vois, la première année, je suis pas arrivé, j'ai pas explosé physiquement, c'était au fur et à mesure, tu sais, j'avais un contrat de 3 ans avant de devenir pro, donc chaque année, je sentais que je progressais, je savais sur quoi je devais travailler un peu plus, etc. Donc ça a vraiment été un process vraiment sur 3 ans pour qu'à la fin, je dise, ouais, ok, je peux passer pro. Tu vois. Et tu avais un encadrement bienveillant, en fait? Ouais, j'ai eu la chance dans ma carrière jusqu'ici de rencontrer que des gens qui m'ont aidé. À l'époque, voilà, c'était Thomas Drouot et son staff. Donc voilà, je suis encore en contact avec eux. Et voilà, c'est vraiment Thomas, c'était vraiment quelqu'un qui croyait en moi dès le début, pendant que beaucoup de gens disaient que j'y arriverais pas, que c'était trop tard, etc. Tu vois, donc lui, il m'a vraiment fait bosser, il a vraiment misé sur moi. Et voilà, et puis après son staff pareil, donc on avait vraiment le but de devenir pro à la fin des 3 ans. Tu vois. Et en termes je termine là-dessus, en termes de fondamentaux, tu te sais situer comment là-dessus? Le dribble, tout ça, je partais de zéro, quoi. Ouais. Il y avait les 6 mois de basket où voilà, j'avais travaillé un peu, donc voilà, j'avais déjà un peu de quelque chose avant d'arriver, et puis comme je t'ai dit, j'y allais tous les lundis, donc le lundi on bossait, on faisait beaucoup de travail individuel, etc. Mais bon, c'était pas ouf non plus, tu vois, il y avait pas de quoi passer pro tout de suite, donc il avait fallu travailler, on va pas se cacher, c'était beaucoup de travail, beaucoup d'apprentissage, et voilà, il a fallu, j'avais les études, j'ai mis les études de côté pendant cette période-là, parce que c'était compliqué de faire les deux. Donc voilà, à un moment, j'ai dit stop, je fais que du basket maintenant. Et voilà, ça a plutôt bien tourné. Je pense c'est vrai. J'ai pu me focus à 100% sur le basket. C'est vrai que je faisais que ça, je pensais qu'à ça. Enfin, toutes les journées, c'était que ça. Je m'entraînais 2 fois par jour, etc. Donc voilà, ça aide aussi à progresser. Pendant tes 3 années justement d'espoir, il y en a plusieurs qui sont en espoir, tout le monde ne devient pas pro. Toi, à quel moment pendant ces années tu t'es dit vraiment c'est possible, je peux devenir pro, je peux gagner ma vie en tant que basketteur, quoi? Écoute, ça, je me le suis dit dès que je suis rentré un peu à Levallois, quand je suis rentré dans le process de dire ok, on a 3 ans pour devenir pro, voilà, à partir de là, j'y croyais, tu vois, je faisais tout pour qu'à la fin je passe pro. Et après, c'est vrai qu'à la fin de ma 2e année, j'avais fait quelques entraînements avec les pros, j'étais pas mal en espoir, etc. Et voilà, à l'époque, la plupart des gens qui étaient bons en espoir signaient un contrat pro derrière, etc. Donc voilà, et puis la 3e année, j'étais avec les pros tout le temps. Voilà, le championnat espoir, je l'avais dominé. Enfin voilà, j'avais toutes les conditions nécessaires pour qu'à la fin, ils puissent croire en moi et dire qu'on va le signer pro, tu vois. Et bon, j'avais cette impression que ça allait se faire naturellement, en fait. Et voilà, et heureusement, ça s'est fait.
Du coup, j'aurais une question. Est-ce que pendant tout ce temps-là, toute cette période, est-ce que tu avais des références en tant que joueur de basket? Est-ce que tu avais des modèles, que ce soit français, européen, américain? Ou est-ce que c'était toi uniquement, ou des coéquipiers, ou des gens qui t'ont inspiré, que tu as suivi? Bah écoute, au début, c'était vraiment que moi. C'était vraiment que moi. J'avais cette envie de me battre pour que ça soit que moi. Par exemple, je me rappelle en espoir, je regardais tout le temps c'était qui le meilleur rebondeur, par exemple, où je me situais par rapport aux autres et j'essayais toujours d'être le top pour que les gens se disent ok, c'est lui le meilleur. Tu vois. Mais après, c'est vrai qu'en grandissant un peu, j'ai commencé à regarder un peu la NBA, donc je m'intéressais beaucoup à Dwight Howard, je regardais beaucoup de highlights de Dwight Howard. Et puis au fur et à mesure à Paris, j'avais Fred Photo et Sacha Gifa qui me disaient ouais, regarde l'Euroleague et tout, renseigne-toi, regarde ce qu'ils font, etc. Donc j'ai commencé à regarder les meilleurs pivots d'Euroleague. Et à l'époque, j'avais regardé les highlights de pareil Ante Tomic. Donc, ça a été les deux pour qui j'ai regardé. J'ai eu vraiment un intérêt de me dire ouais, je vais regarder ce qu'ils font, comment ils jouent, etc. Y Alex Abrines, jugador y campeón de la Euroliga con este equipo en el año 2012. Este niño jugando para JC Navarro, que no puede anotar. 6. 51-57. Минус 6 очков у Барселоны. Томич. And to Tomic, going to work inside on Cantor. Ribas, oh, with the fancy pass, and Tomic slams it down. Ouais, génial. Ok, merci. Et donc là, tu arrives, tu fais une bonne saison au Paris-Levallois et tu as la NBA, les Summer League qui arrivent. On pense NBA tout de suite quand on fait une bonne saison en Jeep Elite ou alors ou c'est arrivé comme ça? Non, la NBA, tu penses pas. Enfin, c'est rare à part pour les jeunes, pour les vraiment jeunes qui vont être draftés, etc. Mais c'est rare que tu passes de la Jeep Elite à la NBA direct. Comme ça de tête, j'en connais pas beaucoup. Donc non, c'était pas du tout dans ma tête, c'est la NBA. Voilà, j'avais les Summer League, donc je savais que c'était pas la NBA, je savais que voilà, il y avait beaucoup de gens là-bas, beaucoup de profils, etc. Mais bon, c'était l'histoire d'aller un peu voir ce qui se faisait aux States et voilà, donc c'était une bonne expérience aussi et beaucoup l'ont fait, donc je voulais la faire et voir comment ça se passait, tu vois, un peu savoir où j'étais par rapport à des prospects NBA ou des joueurs qui avaient été draftés ou machin, tu vois. Donc voilà, j'y suis allé sans pression, je savais que j'avais encore des années de contrat derrière. Donc voilà, c'était vraiment pour découvrir, pour l'expérience. Ouais, voilà, pour l'expérience, tout simplement. Et puis pour prendre quand tu vas là-bas et que tu fais des bons matchs, tu prends confiance et après ça te sert. Tu vois. D'accord. Ok. J'avais posé la question justement de savoir. C'était Orlando ta première Summer League? J'ai fait Orlando avec Orlando. Ouais. Et ça s'était très bien passé, j'ai vraiment kiffé. Et voilà, j'avais fait des bons petits matchs, etc. Donc je pense que ça a permis aussi. C'était une façon aussi de se montrer. Tu sais, tu fais 2-3 bons matchs, les gens vont te regarder, vont te suivre, etc. Donc, ouais, les scouts, ils commencent à avoir une ligne, ils commencent à te suivre, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Donc je l'ai fait comme ça et ça s'était bien passé, sans pression. Dans quel cadre tu arrives en Summer League, en fait? Est-ce que tu as un agent qui organise ça? Est-ce que comment ça se passe, en fait? Ouais, à l'époque, j'avais un agent que j'ai toujours d'ailleurs avec Bouna, de Comsport. Et en fait, tout simplement, lui, il démarche un peu, ils disent, ouais, j'ai un petit joueur, là, machin, et les équipes, soit elles te voient jouer, elles viennent te voir jouer, etc. Et puis, voilà, j'étais en contact avec 2-3 scouts qui m'avaient proposé de venir faire les Summer League avec eux. Et après, tu choisis une équipe, tu choisis l'équipe où tu as le plus de chances de jouer, on va dire, en fonction des drafts, etc. Mais ouais, voilà, ça se fait, c'est l'agent qui gère tout ça, tu vois. Toi, t'as juste à dire oui ou non. Mais ouais, c'est l'agent qui s'occupe de tout. Et moralement, quand tu arrives là-bas, quand tu vas, t'as quand même l'objectif d'essayer de... Tu vas pas en Summer League, t'as quand même beaucoup d'espoir. Et du coup, quand tu reviens après en Europe, t'as pas quand même... Enfin, voilà, moralement, t'as pas un contre-coup, est-ce que tu as des gens qui te rassurent? Est-ce que tu as quelque chose qui te...
Ou est-ce que c'est juste toi, en fait? Est-ce que c'est un voyage intérieur ou est-ce que tu as quand même des gens qui te rassurent derrière? En vrai, moi, j'y suis allé là-bas et j'étais pas dans l'objectif de signer un contrat ou quoi, hein. J'y suis vraiment allé en me disant, oui, ça fait, à l'époque, ça faisait peut-être 3 ans que je jouais au basket. Ouais, 3-4 ans. Donc, je savais que la NBA, c'était bien au-dessus de moi encore, tu vois. Donc, je suis vraiment allé en mode chill. C'était ma première expérience aux États-Unis. Je m'étais entraîné un mois à Dallas avant. Enfin, voilà, c'était vraiment une première expérience pour voir un peu, mais à aucun moment, je me suis dit, oui, je vais signer un contrat pro, je vais signer en NBA, etc. Je pense que même, même moi, basket, en dehors du basket, j'étais pas forcément prêt à faire ça, à partir comme ça et directement aller en NBA. Je pense que ça aurait été un échec. Je pense que ça aurait été un échec. Donc, voilà, je n'étais pas déçu. Je suis revenu en Europe et j'étais très content parce qu'à la base, j'y étais allé vraiment pour m'entraîner, pour progresser. Et je savais que ça avait servi à d'autres joueurs avant moi d'aller là-bas, de progresser, de jouer et après de revenir et pouvoir faire une très bonne saison en pro. Donc, voilà, c'est comme ça que je l'ai pris, en fait. C'est comme ça que je l'ai pris. Ouais, ça te permet aussi ça te permet de tester, de te confronter à ce qui se fait mieux parce que les meilleurs intérieurs vont aller faire les Summer League, donc ça te permet de voir un peu à quel niveau t'es, quoi. Ouais, voilà, c'était ça. C'était juste aller me faire voir, voir où j'en suis à peu près par rapport aux autres. Et voilà, sans pression, sans rien. Moi, j'avais prévu je retournais en France derrière. Donc voilà. Après, si un contrat NBA tombait, j'aurais pas dit non, forcément. Mais voilà, c'était vraiment pas quelque chose que j'avais dans la tête et où à la fin j'ai été déçu, etc. Ok. Et donc après, tu fais une très bonne saison d'ailleurs avec le Paris-Levallois. Et l'année d'après, tu décides de partir en Espagne. Alors avant ça, tu fais une Summer League avec les Nets, il me semble. Vegas. Et pourquoi l'Espagne? Pourquoi le Saski Baskonia? Bah écoute, ouais, comme tu dis, je sors d'une très bonne saison en Pro A. Voilà, donc j'avais envie d'aller voir ailleurs. Soit une top team, soit je voulais jouer l'Europe en fait. J'avais dit moi je veux deux compétitions, je veux jouer deux compétitions. Donc j'avais plusieurs propositions, j'avais l'Asvel, j'avais Strasbourg, donc voilà des top teams. Et puis il y a Vitoria qui s'est pointé, on va dire. Et voilà, là la question se posait plus du tout. Mais je me rappelle que pendant la saison, Valence aussi était intéressé pour me ramener. C'est la saison où ils gagnent la CB en plus. Ils étaient intéressés parce qu'ils étaient en manque de pivot, etc. Mais on avait refusé parce que c'était pas le bon moment non plus. Et voilà. Et puis quand un club d'Euroleague vient te voir, un club où des Français sont passés, à l'époque il y avait Rodrigue Bobois qui était encore là-bas. Voilà, moi j'ai dit oui direct. C'était pas négociable, tu vois. Aller jouer en Euroleague, aller jouer en Espagne, ça me donnait envie. Donc voilà, direct, j'ai dit oui. C'était cohérent par rapport à ton projet, quoi. Ouais, c'était cohérent dans le fait de continuer à progresser, de continuer à vouloir être le meilleur. Et puis derrière, voilà, je vais faire une Summer League à Las Vegas avec les Nets. Ça se passe pas forcément comme je l'ai envie, mais c'était encore une autre expérience. Et puis comme pareil, je savais que derrière, j'allais jouer à Victoria. Je sais que voilà, j'avais 3 ans de contrat. Donc voilà, pas de pression à me dire que fallait absolument que je décroche un contrat NBA, etc. C'était pareil pour aller voir un peu où j'en étais, comment je me situais par rapport à ça. Mais voilà, ça s'est pas forcément passé comme j'en avais envie pour diverses raisons, on va dire. Mais voilà, après, je suis revenu en Espagne très content. J'avais pas le moral à zéro ou quoi que ce soit. Voilà, j'étais très content d'aller en Espagne, dans un des gros clubs Euroleague en plus. Donc voilà. Et tu fais 2 belles saisons en plus là-bas. En plus, la dernière, elle est couronnée d'un titre individuel pour toi dans le 5 d'Euroleague. Deuxième 5, il me semble, c'est ça? Ouais. Un peu volé, j'aurais dû être dans le premier. On est d'accord. Ouais. Non, mais ouais, c'est ça. En plus, je fais une première saison. Voilà, ça commence un peu mal avec Pablo Prigioni. Voilà, on perd. C'est pas une situation idéale pour un joueur qui vient d'arriver dans le bassin de l'Euroleague, etc. Mais après, on change de coach. Voilà, j'ai ma chance. On gagne. Je fais des bons matchs, etc. Donc, j'explose. J'avais 3 ans de contrat. On renégocie le contrat au bout d'1 an.
Donc, il me re-signe 2 ans, 2 nouvelles années avec un plus gros salaire, etc. Donc, déjà, là, tu te dis, ah, j'ai pris une autre dimension par rapport à quand je suis arrivé, parce que si un club te re-signe comme ça, c'est que derrière, ils savent qu'il y a des plus gros clubs qui vont te vouloir. Tu vois. Le but, c'est que ils anticipent. Voilà, ils savaient. Et il y avait déjà des clubs qui tournaient autour, etc. Donc, ils savaient que je resterais pas 2 ans de plus. Donc, voilà, c'était ça. Et c'est ce qui est arrivé. Mais voilà, et ben, ma deuxième année à Vitoria, c'est vrai que bah, c'est là où voilà, j'explose vraiment. Je finis meilleur rebondeur, le deuxième 5. On fait une très belle saison avec Baskonia. On a fait 2 vraies belles saisons avec Baskonia, mais voilà, donc après ça, en fait, après les 2 années, je savais que j'allais partir. Et toi, ton but, c'était partir directement en NBA ou tu avais d'autres propositions en Europe? J'avais la NBA dans un coin de ma tête, parce que pareil, durant la saison, Boston voulait me récupérer pendant off. Donc je savais que voilà, il y avait des clubs NBA qui étaient intéressés. Après, tu sais, voilà, l'été arrive, tu sais pas vraiment qui va te faire une vraie offre, qui va te faire machin. Et je voulais pas aller en NBA juste pour aller en NBA et avoir un minimum contract et voilà, tu vois. Mais voilà, j'avais d'autres offres aussi d'Europe. J'avais le CSK avec qui on était en discussion. Mais bon, après la NBA est arrivée, c'est vrai que je me voyais pas refuser la NBA du tout. J'avais envie d'aller voir autre chose aussi. Voilà, je pense que la ACB, l'Euroleague, c'était ce qui faisait de mieux en Europe. Peut-être qu'aller à Moscou m'aurait fait gagner un titre, etc. Mais voilà, j'avais envie d'aller tester la NBA, j'avais envie d'aller voir ailleurs. Et je pense que c'est le but de tout basketteur. Et voilà, je pense que c'était le moment le plus adéquat pour y aller. Et donc, tu as signé avec les Celtics. Est-ce que tu avais déjà des touches au cours de l'année? Ça s'est fait facilement, donc tu n'es pas drafté, tu es signé directement. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas forcément. C'est quoi la différence au niveau peut-être de ton contrat? Je ne sais pas. Est-ce que tu peux expliquer? Bah, déjà, drafté, c'est quand tu es jeune. Ouais. Tu as line pour être drafté. Et moi, c'est passé depuis. Donc, voilà. Et puis, bah, moi, tout simplement, comme n'importe quel autre joueur, j'ai été signé, comme tu peux voir les gens qui signent en NBA quand ils ont plus de contrat ou quand ils sont en fin de contrat, ils re-signent avec notre équipe. Bah, moi, c'est pareil, sauf que je venais d'Europe, donc ils ont racheté mon contrat à Vitoria. Et voilà, ça s'est fait comme tu peux le voir dans n'importe quel sport, tu vois. Tout simplement. J'avais une question sur le timing, en fait, parce que justement, ta signature, moi, je l'ai, il y a une date. Je sais pas si tu te souviens exactement, précisément. C'était sur Basketball Référence, j'ai regardé, c'est au 15 juillet. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que j'ai regardé à peu près toute l'équipe. Et en fait, le lendemain, il re-signe Daniel Theis. Et 2 jours après, il signe Enes Kanter. Et donc, moi, je voulais savoir, toi, au moment où tu signes avec Boston, est-ce que tu as une idée de la situation dans laquelle tu arrives, ou est-ce que tu découvres au fur et à mesure, là, comme Enes Kanter, est-ce que tu savais qu'il allait arriver ou pas? Je savais pas qu'Enes allait arriver, je crois. Si, en fait, parce que tu signes le 15, mais nous, on avait un accord avant. L'accord se fait avant. C'est juste qu'il devait attendre le trade de Terry Rozier, je crois, pour pouvoir me signer derrière. Donc, l'accord était avant. Donc, je le savais. Et moi, j'étais allé à Boston. J'étais allé à Boston avant et je crois que j'avais vu Enes là-bas, justement. Quelque chose comme ça. Donc, je savais. De toute façon, je savais qu'aller en NBA, venant d'Europe, j'allais pas être le starter direct. Je savais que ça allait être compliqué, qu'il y avait toute cette histoire de rookie, toute cette polémique, tu sais, le gars vient d'Europe, faut qu'il fasse, voilà, faut qu'il travaille, faut qu'il s'adapte. Je savais que ça allait être une année un peu compliquée, je savais que ça allait être difficile, mais voilà, je savais aussi que j'allais pas être le centre d'attention au niveau de l'équipe, le big man, etc. Donc, ouais, je savais dans quoi je m'engageais. J'avais 2 choix, de toute façon, c'était soit signer en Europe et continuer à être dominant, la star, entre guillemets, ou sinon aller en NBA, recommencer à zéro et voilà, faire mon trou. Et voilà, j'aime les défis, j'aime me surpasser et voilà, j'étais prêt à ça.
Et là, sans avoir... au final, à Boston, ils n'ont pas de gros intérieurs, de gros noms, mais il y a quand même pas mal d'intérieurs. Après cette saison, comment toi, tu analyses ta première saison NBA, parce qu'on peut dire que la saison est terminée ou presque terminée. Comment toi tu l'analyses? Ça peut redémarrer, attention. On verra. J'ai pas d'infos. Mais ouais, bah écoute, forcément pas passé comme je le voudrais. Voilà, c'est vrai que beaucoup de choses se sont jouées au début de saison sur le training camp. Et voilà, forcément, j'avais un peu de retard par rapport aux autres, par rapport à l'apprentissage, par rapport aux consignes, etc. Et quand tu joues au Boston Celtics, voilà, c'est compliqué c'est compliqué d'être en retard parce que c'est une équipe qui gagne, tu vois. C'est une équipe qui gagne. C'est une grosse écurie. Pas vraiment le temps pour toi d'attendre. Donc, et voilà. Et c'est vrai que l'effectif tournait très bien. Donc, c'était compliqué aussi d'aller voir le coach et de dire, ah, écoute, faut que tu me fasses jouer, faut que tu me donnes ma chance, etc. Donc, voilà, un peu compliqué, mais voilà, j'en ai vu d'autres. J'ai quand même beaucoup appris, j'ai beaucoup travaillé. Donc voilà, forcément un peu déçu, mais voilà, j'ai encore un an de contrat et j'espère que ça se passera beaucoup mieux. En tout cas, voilà, maintenant je sais à quoi m'attendre, je sais dans quel univers je suis et voilà, donc j'attends juste que ça reprenne, qu'on retourne sur le terrain pour la rentrée. Et puis tu as eu cette blessure au doigt qui t'a un peu coupé aussi, forcément. Ouais, il y a au doigt qui tombe un peu mal parce que c'est au moment où on a des blessés, etc. Donc c'est vrai que ça aurait pu faire la diff. Mais comme je dis souvent, les choses n'arrivent pas par hasard. Voilà, j'ai eu beaucoup de bonnes choses qui sont arrivées par hasard. Et je pense que celle-là, bah, c'est juste que c'était pas le moment. Donc voilà, ça m'a permis aussi de travailler d'autres aspects de mon jeu, de travailler d'autres choses. Et voilà, donc j'étais un peu frustré sur le coup, mais après quand tu relativises et tu te dis oui, on va utiliser ce temps-là pour faire autre chose. Voilà, ça fait partie du process aussi, quoi. Ouais, et puis voilà, comme je te dis, ça aurait pu être très mal aussi de pas se baisser, d'avoir sa chance et de pas réussir et de décevoir et de montrer bah, qu'en fait t'as pas le niveau et machin. Ça aurait pu être très très négatif. Alors que bah, là, je me suis juste dit, écoute, ça va servir à te préparer plus pour le jour où tu auras ta chance. Après, tu sais, la chance, ça peut arriver l'année prochaine, faut juste être prêt. Donc, je pense que ça m'a permis de me préparer encore plus, de travailler sur mon corps, etc., pour vraiment être à l'aise. J'aurais juste une petite question là, par rapport à l'arrivée à Boston, parce que en termes de dimension, tu as quand même un coéquipier qui fait 2,26 m, et donc Tacko Fall, et donc Enes Kanter qui a 8 ans d'expérience, qui est un vétéran. Comment ça s'est passé pour toi quand tu t'es retrouvé avec eux en training camp? Et est-ce que tu as réussi à trouver tes marques rapidement? Est-ce que tu as réussi à t'exprimer à l'entraînement déjà par rapport à eux? Bah, Tacko, déjà, voilà, je l'avais déjà vu quand il s'entraînait avec la D-League, etc. Donc, il parle français, donc forcément, ça rapproche plus facilement. Et c'est un super gars, donc on s'est entendu facilement. Et puis, Enes, pareil, c'est un gars avec qui j'ai tout de suite une relation. On s'est vraiment bien entendu. Donc, c'est des gars avec qui on travaille tous les jours, tu vois. On se fait des 1 contre 1, on essaie de progresser, on essaie de vraiment se mettre en condition et de se défier. Mais voilà, c'est vrai qu'au début, ça te surprend un peu. Enes, il paraît pas comme ça, mais il a très fort au rebond, il a des très bonnes mains. Donc, à chaque coup, il sautait avant moi, il avait la balle avant moi. Donc, ça m'a perturbé au début, tu vois. Et après, bah, justement, c'est ça qui te permet d'être meilleur, tu vois. Quand un gars te bat au début, te domine, et qu'au fur et à mesure de l'année, bah, ça devient beaucoup plus compliqué pour lui. C'est là où tu vois que toi, tu progresses. Et avec Tacko, c'est pareil. Tacko, bon, il est un peu hors norme, un peu beaucoup. Et c'est vrai que bah voilà, faut que tu trouves d'autres solutions pour réussir à approcher, à marquer, etc. Donc ça te permet, ces deux caractéristiques de mon jeu et ces deux gars-là ont permis à ce que j'arrive à m'améliorer encore plus. Donc et je pense que c'est pareil pour Tacko parce que
bah, tout le monde est plus petit que lui de toute façon. Donc dès qu'il y a un gars qui est un peu près de sa taille, bah voilà, ça crée un challenge. Pareil pour Enes, etc. Donc voilà, c'est vraiment qu'on s'est vraiment aidés tous les trois dès le début à essayer de progresser. Et ça, en fait, c'est calculé par les Celtics. Ils savent très bien que de toute façon, toi, il y avait besoin que tu aies peut-être, certainement un vétéran, quelqu'un qui connaisse déjà un petit peu la NBA et qui te challenge, quoi. C'était intéressant. Ouais, après, je sais pas s'ils l'ont calculé par rapport à moi, mais c'est vrai que voilà, Enes, il a un background NBA important. Voilà, donc il fallait quelqu'un, je pense, comme ça dans l'équipe. Et voilà, c'est vrai que c'est une arme offensive aussi. Donc voilà, ça permet à tout le monde de trouver quelqu'un à qui se référer. Voilà, même si Daniel Theis fait une grosse saison. Ouais, Theis joue beaucoup. Je trouve qu'il est vraiment underrated parce qu'il fait vraiment un gros taf avec l'équipe. Et je le vois parce que je m'inspire beaucoup de ce qu'il fait. Mais bah lui, il a 2 ans d'avance dans l'équipe déjà, quoi. Ouais, voilà, c'était quelqu'un qui était là avant. C'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure au training camp où tout s'est joué. C'est que tous ces gars-là, Rob Williams, Enes, Theis, Patako, parce qu'il était avec la D-League, donc c'était un peu différent, mais c'est des gens qui ont eu l'habitude de jouer avec soit en NBA, soit avec le coach. Avec, ouais, dans le système de Boston, ouais. Voilà, donc c'est voilà, qui ont de l'avance. Ils sont à l'aise, etc. Moi, c'est vrai que je venais d'arriver, je suis pas encore à l'aise avec tous les détails, etc. Donc c'est vraiment là où ça s'est joué. Et ils me l'ont dit, on a discuté, ils me l'ont dit, c'est vrai que voilà. Et comme je t'ai dit, la NBA ne t'attend pas, tu vois, ils n'ont pas le temps d'attendre que tu te mettes au niveau. Eux, il faut qu'ils gagnent tout de suite. Donc voilà, c'est là où s'est joué les places, entre guillemets, donc dans la rotation. Donc je l'accepte, tu vois, c'est pas quelque chose qui m'a effondré, etc. Ça me pousse juste à travailler plus. Non, et puis ça fait partie du process, donc de toute façon, quand on comprend comment ça marche, bah c'est normal en fait. Ça peut pas être une déception. Il y a un rookie, t'as pas été drafté, t'as pas machin, t'es pas une superstar, donc forcément tu vas passer par là. Et quand je discute avec les gars qui viennent d'Europe, Theis, Brad Wanamaker, bah, ça a été la même chose pour eux aussi. Ils sont passés par là, des années compliquées, et puis un jour ils ont eu leur chance, et c'est monté, et voilà, aujourd'hui ils ont un temps de jeu régulier, et ça se passe très bien, tu vois. Donc je savais aussi que même si les exigences en tant que compétiteur voulaient que je joue maintenant, et je voulais jouer maintenant parce que j'avais l'impression de perdre une année. Non, mais c'est pas logique. Quand tu es réfléchi, quand tu relativises, tu positives, tu te dis bah, qu'en fait c'est juste une année où tu vas apprendre beaucoup de choses, et que les années d'après, tu vas pouvoir t'en servir au fur et à mesure, etc. Au prochain training camp, tu feras partie des vétérans, donc c'est cool, quoi. Ouais. Je suis déjà un des plus vieux de l'équipe, ça me dérange. Mais, bah oui, non, mais c'est pour ça, la prochaine training camp, ou alors à la reprise, les playoffs, etc., bah, voilà, tu sais, avoir 2 mois de confinement, ça fait pas que du mal. Ça te permet de souffler, de te remémorer de la saison, de tous les trucs qui se sont passés. Et là, j'arriverai au prochain training camp ready, quoi. T'as évité le rookie wall avec le confinement, en fait. Ouais, bon, de toute façon, rookie wall, tu sais, je suis pas considéré trop comme un rookie non plus. Au niveau basket, oui, mais au niveau des gars, etc., ils savent que j'ai déjà des années de basket derrière moi en Europe, etc. Donc, ça va. Au niveau des rookies, j'étais bien stable. Et il y en avait beaucoup d'autres, donc j'étais tranquille. Et donc, bah, il y a eu ce confinement donc, qui a bloqué un peu la saison. Tu arrives à te maintenir en forme. Au niveau des entraînements, est-ce que vous avez pu reprendre de lundi ou alors quelque chose? Comment ça se passe? Alors, ouais, bah, on essaye de se maintenir en forme. Tu sais, la franchise nous a mis. Je suis tout le temps en contact avec le coach sportif. Enfin, les coachs sportifs, parce qu'on en a plusieurs. Mais voilà, donc j'arrivais à aller courir. Il y avait une piste à côté de chez moi, donc j'allais courir. J'ai réussi à récupérer des poids dans mon building, etc. Donc voilà, je faisais ça dans la chambre les 2 premiers mois. Et là, c'est pas encore ouvert, donc ça ouvre la semaine prochaine, je crois. Donc on va pouvoir reprendre. Mais moi, je suis parti à Phoenix, j'ai pu m'entraîner un peu. Enfin bref, voilà, j'ai réussi quand même à maintenir un niveau de forme un peu pas mal. Ok. Et au niveau de la reprise, vous n'avez pas d'infos, vous les joueurs, à ce niveau-là, sur comment ça va se passer ou... On n'en a pas, on ne sait pas encore.
Je pense que personne ne sait vraiment. Donc on attend de voir. Je crois qu'ils ont dit dans un communiqué que ça se ferait sous 2 à 4 semaines, quelque chose comme ça. Donc non, pour l'instant, on sait pas du tout. On sait pas du tout. Donc, on verra. Ce sera la surprise. D'accord. Ok. J'ai vu que tu faisais des live Twitch caritatifs avec tes autres collègues français. Donc une bonne initiative. Merci. Ouais, écoute, j'avais envie de faire d'autres choses, tu vois, que de penser au basket. Donc j'essaie d'élargir mes horizons. C'est vrai que Twitch, c'est une bonne plateforme. Ça te permet d'échanger avec les fans, d'échanger avec les gars qui te suivent à travers les jeux vidéo. Donc comme Rudy, Rudy le fait pour son association, etc. C'est vrai que c'est un bon compromis. Moi, je le fais pour juste, voilà, je commence, moi, je débute. Je suis pas encore dans... Mais c'est vrai que j'ai une équipe autour de moi qui veut vraiment faire un beau truc et vraiment que ça explose, tu vois. Donc, je pense que c'est une bonne chose aussi. Et, voilà. Et le confinement aussi, ça te permet de t'intéresser à d'autres choses, tu vois. Je suis fan de jeux vidéo, voilà. Donc, il y a des plateformes qui te permettent de m'exprimer dessus, donc je le fais, tu vois. C'est bien. Et vous êtes plusieurs Français maintenant en NBA. Vous êtes plusieurs et il y a eu la campagne justement de la Coupe du Monde l'année dernière, l'été dernier, juste avant que tu arrives en NBA. Est-ce que tu penses que ça a joué quelque chose? Parce que vous avez fait une super campagne, vous avez éliminé les Américains. Est-ce que ça a joué quelque chose sur la NBA? Enfin, sur les Américains? Par rapport à quoi? Toi, est-ce que ça t'a facilité, toi, les choses pour arriver en NBA? Le fait d'avoir cet ascendant-là, en fait. Pas pour arriver, mais peut-être, tu vois, il y a ce côté, bah voilà, vous avez quand même éliminé la Team USA, c'est quand même un exploit. Toi, t'as fait une bonne Coupe du Monde, t'as été mis en valeur, tu vois, ça joue, je pense, non? Ça te donne confiance? Et pour les Américains, t'as pu le voir avec le nombre de refus qu'il y a eu. Les sorties internationales n'est pas vraiment leur priorité. Donc, je pense que eux, les joueurs qui étaient, le fait qu'ils aient perdu contre nous, oui, ça les a un peu titillés. Mais je pense que pour le reste des Américains, ça n'a pas vraiment de valeur. Tu vois, quand tu arrives en NBA, bon, si tu n'as pas battu les grosses stars, ça n'a pas vraiment beaucoup de valeur pour eux. Donc, non, je pense pas. Après, voilà, tu les as vus jouer, voilà, tu étais dans la même compétition, donc forcément, tu as des trucs à raconter, tu vois. Quand je suis arrivé, on parlait de la Chine, on parlait pas du match, pas de la compétition, mais plus de la Chine, de l'environnement, etc. Donc moi, oui, ça m'a permis forcément, moi, il y avait 4 joueurs dans mon équipe qui jouaient ça. Donc voilà, moi, ça m'a permis un peu plus déjà, ça leur a montré qui j'étais, et je pense qu'après, ça leur a... Voilà, c'était plus facile, hein, en gros, quand je suis arrivé, pour discuter, pour des trucs comme ça, tu vois. Après, au niveau basket, je pense pas que ça ait joué beaucoup. Colo skipping into the lane, floating one up. Quarterback pass down the floor was a beauty. Now it's the outlet pass, the beautiful touch pass. Right now, the winner of that one wins the pool. Lecombe, another fast break for France, thrown up. Wyatt waiting for DeColo. Keeps hold of it, looks to attack. Backs in, spins to the baseline and finishes past Varga. Something for Lithuania. Obisi finds it inside, the big man throws it down, and the foul. Number 17, Vincent Poirier to you. Et au niveau personnel, cette épopée à Coupe du Monde, comment tu l'as vécu? C'était enrichissant, j'imagine. Non, forcément très enrichissant. Voilà, c'est toujours... aller en équipe de France et faire des grosses compétitions comme ça, c'est toujours, t'apprends toujours des trucs. Et bon, c'était ma première vraiment avec un rôle, parce que j'avais fait les championnats d'Europe, mais bon, j'étais vraiment le 12e joueur. Voilà, j'avais pas vraiment tâté le terrain. Et puis là, j'étais prêt à prendre des responsabilités, je sortais d'une grosse saison, etc. Donc voilà, le coach le savait. Le coach le savait que j'étais prêt, que j'avais envie. Donc voilà, et puis ça te permet aussi de te frotter à ce qui se fait de mieux dans chaque pays. Donc on a joué contre des joueurs NBA et je voyais que j'étais au niveau, tu vois. Je voyais qu'il y avait pas, les gars n'étaient pas excessivement meilleurs que moi. Donc voilà, ça te rassure aussi juste avant de partir pour les USA que
voilà, t'es bien dans ton basket, t'as le niveau, t'as rien à envier à personne, et que voilà. Et puis le fait d'avoir fait une bonne Coupe du Monde, j'ai fait 2-3 actions spectaculaires, etc. C'est vrai que tu arrives avec un bagage où tu dis ouais, bon, on est bien. J'avais une question moi, par rapport à l'Argentine que vous avez rencontrée en préparation à Lyon et que après vous avez rencontré l'avant-dernier match de la compétition. Entre le match de préparation et le match où Luis Scola il a pris une dimension de dingue à ce niveau de la compétition. Je voulais savoir moi comment tu l'avais ressenti au niveau du groupe. Est-ce que l'Argentine a monté d'un coup ou est-ce qu'elle était déjà là? Est-ce qu'ils étaient déjà prêts? Alors, pour arriver en demi-finale contre nous, l'Argentine était déjà là. Luis Scola faisait déjà des gros matchs, il portait l'équipe jusqu'à là. Donc, c'était pas une surprise forcément de les voir ici. Après, personne les attendait, mais quand tu regardais leur fond de jeu, etc., tu voyais que bon, ils en voulaient, tu vois, ils voulaient vraiment aller jusqu'au bout. Mais bon, ça nous a pas empêché après le match de Team USA de rester concentré. Personne s'est vraiment relâché à se dire ouais, c'est bon, on a gagné les USA, on est tranquille, c'est l'Argentine. Personne s'est dit ça. On était vraiment concentré juste à direct après le match. On a savouré et après, c'est vrai qu'on s'est tout de suite focus en mode on va battre les Argentins. Voilà, on veut vraiment aller jusqu'au bout du bout. Mais voilà, malheureusement, on est tombé sur un match difficile. Hein. Les Argentins, c'était vraiment leur fond de jeu. J'en connaissais quelques-uns de l'équipe et voilà, je savais que c'était sur ça qu'ils allaient se baser. Beaucoup d'agressivité, beaucoup de limites de faute. Voilà, ils se sont battus et ils se sont bien battus. Et je pense qu'ils avaient cette motivation aussi de se dire ouais, la France a battu les USA, ça va être un gros match, on va leur montrer, tu vois, forcément. C'était vous maintenant les gens à battre dans la compétition. Ouais, voilà. Mais c'était la même motivation que nous, on avait contre les USA et je pense qu'eux l'ont vécu aussi comme ça, à se dire, ouais, on va battre les Français et tout. Donc, ils ont fait un très bon match, tu vois, ils ont fait un match. Ouais, non, ils ont très très bien joué. Et tu le vois contre l'Espagne, derrière, voilà, il manque cette fraîcheur, il manque cette... ils sont fatigués, tu vois que les Espagnols, après, voilà, c'est très fort, donc c'était compliqué pour eux. Vous avez tout donné contre les USA, eux ils ont tout donné contre vous et après ça a été tout ligne droite pour les Espagnols derrière quoi. Voilà, c'était facile. Enfin facile, pas facile mais voilà, forcément quand tu rencontres les gros, tu lâches plus d'énergie, c'est pas la même compétition que tu peux avoir si tu fais pas des petits matchs mais bon voilà, tu rencontres pas les favoris. Bon, de toute façon après ça finit bien et vous arrivez à ramener la médaille pour la France, donc ça c'était déjà beau. Ouais, on ramène une médaille. Moi, c'est ma première, donc je l'ai savourée. Après, c'est sûr qu'on était à l'image d'Evan, qui, voilà. Ouais. Il y avait ce goût amer de se dire on aurait pu faire beaucoup mieux. Après, voilà, c'est le sport, c'est comme ça. C'est pas tes favoris, tu vas gagner pour sûr. Donc, voilà, je pense qu'on a montré qu'on en avait dans le pantalon et que voilà, les prochaines compétitions, on serait encore là. Ouais, ça s'annonce bien, quoi. Parce que c'est quand même un redémarrage après. C'est un nouveau cycle qui commence, quoi. Donc c'est pas sur une compétition, ça va être sur plusieurs. Ça se construit, quoi. Ouais, voilà. La plupart des gars de l'équipe sont encore jeunes. C'était pour la plupart, ouais, les premières compétitions. Et tu as senti qu'il y avait vraiment une alchimie dans le groupe. On avait envie d'être ensemble, on avait envie de jouer ensemble, on avait envie de progresser ensemble. Donc voilà, c'est un groupe avec qui on parle encore. La plupart des gars sont en contact, etc. Donc ça annonce que du beau pour les JO de l'année prochaine et ainsi de suite. Surtout que, en fait, en termes de jeu, moi j'ai trouvé déjà dès la préparation à Lyon que on sentait qu'il y avait un collectif qui était en place, que ça joue hyper juste, quoi. C'est-à-dire que le jeu de passe, tout le monde, tu sens qu'il y a vraiment, c'est vraiment cohérent, quoi, comme groupe. Ouais, et puis chacun connaissait son rôle, tu vois. Oui, voilà, personne sortait du cadre, quoi. Voilà, on savait qui étaient nos défenseurs, qui étaient nos scoreurs, qui étaient ceux qui étaient là pour donner du charbon. Donc il n'y avait pas quelqu'un qui allait tenter des trucs incroyables, qui allait sortir de ce rôle. On avait tous ce rôle de se dire on va faire notre taf, on va faire le mieux possible. Et voilà, moi je suis arrivé, j'ai dit à aucun moment je veux prendre la place de Rudy, à aucun moment moi je suis bien à ma place, je continue ma petite carrière, je continue à grandir et voilà, je sais que je vais jouer 10, 15 minutes par match et que
voilà, faudra que je sois bon sur ces 10-15 minutes-là. Et j'ai jamais demandé plus, j'ai jamais ronchonné parce que je jouais plus, parce que je jouais pas plus, etc. Tu vois, je savais mon rôle et je pense que tout le monde a été dans cette mentalité-là. L'essentiel, c'est que quand Rudy sortait et que toi tu rentrais sur le terrain, vous avez joué un petit peu ensemble, il me semble, mais bon, globalement, vous étiez l'un derrière l'autre. Il n'y avait pas de perte, c'est-à-dire que lui, il avait un niveau, il avait une présence, et quand toi tu rentres sur le terrain, bah, l'essentiel, c'était que il y avait une continuité, quoi. Il y avait un impact. Ouais, le but, c'était ça. Le but, c'était de rentrer sur le terrain. Je savais que j'allais rester peut-être 5 minutes et qu'après, j'allais sortir et que ça allait se répéter 3-4 fois dans le game max. Donc, voilà, ça te permet aussi de te focus sur les choses importantes, de donner à fond pendant 5 minutes. Et derrière, tu sais que Rudy va revenir et que voilà, le fait que tu rentres, ça doit donner un nouvel élan, en fait. Parce que Rudy, peut-être qu'il est un peu fatigué, que machin. Et toi, tu dois apporter quelque chose d'autre. Donc, beaucoup de courses, voilà, bouger des écrans, bouger un peu partout, fatiguer tout le monde. Et voilà, et après, lui, il rentre. Et voilà, c'est se simplifier les uns les autres, s'aider, et c'était ça un peu la mentalité de tout le monde, tu vois. Voilà. Et ça se voyait, hein, il y a une bonne cohésion qui a emmené à cette jolie médaille. Merci beaucoup Vincent. On voulait finir avec on a sélectionné une petite question de notre Discord. Simon, si tu peux la poser. Ouais, c'est une question de Yann Zerari qui est sur notre Discord et qui voudrait te demander est-ce que l'explosion de Tatum s'est ressentie dans le leadership au sein des Celtics? Et s'il y a d'autres leaders, quels sont les leaders des Celtics au sein du vestiaire? Ouais, l'explosion de Tatum, tout le monde l'a ressenti, je pense, jusqu'à décembre. Voilà, c'était pas régulier, c'était pas forcément, voilà, c'était un peu brouillon une fois. Et c'est vrai qu'après ça, il a vraiment explosé. C'est devenu vraiment une machine. Voilà, il faisait tous les matchs, ses shoots rentraient. Il portait vraiment l'équipe sur les gros moments. Et, voilà, tout le monde l'a ressenti. Après, c'est pas forcément un leader vocal. C'est pas quelqu'un qui va parler beaucoup, qui va encourager ses coéquipiers, etc. Mais bon, quand il a la balle en main, tu dis vas-y, shoot mon gars, shoot. On te laisse. Après, il y a d'autres leaders. Marcus Smart, leader, Jaylen Brown, Kemba aussi. Après, Marcus Smart est quelqu'un de vocal. C'est quelqu'un qui va parler, qui connaît beaucoup, qui sait de quoi il parle, que ce soit sur la défense, sur les attaques, etc. Donc, c'est quelqu'un qui va beaucoup parler. Pour le reste, c'est plutôt des leaders sur le terrain. C'est des gars que tu as envie de suivre, c'est des gars que tu vas follow, c'est des gars que… Quand ils sont sur le terrain, je dis « Ah ouais, non, c'est bon, on est bien, on est bien. » Le vrai leader, c'est Brad Stevens dans cette équipe, surtout. Ouais, forcément, le coach prend beaucoup de décisions. Le coach, voilà, c'est celui que tu écoutes. Surtout quand tu as un groupe assez jeune, on va dire, assez jeune, qui n'a pas énormément de vécu, à part pour quelques-uns. Mais voilà, c'est un peu lui qui… Enfin, tu sens que c'est lui le métronome de tout ça. C'est lui il sait beaucoup de choses, il sait tout sur les équipes, etc. Et tu vois que tout le monde était attentif à ça, attentif à ce qu'il disait, parce que tout le monde sait que voilà, il maîtrise son sujet. Ok. Merci beaucoup Vincent pour cette interview. De rien, avec plaisir. C'était un plaisir de t'avoir. Merci beaucoup de nous avoir accordé du temps. Nous, on continue sur le Discord. On revient rapidement sur la chaîne avec d'autres vidéos. Et merci à Gilles aussi de cette journée. Enchanté. Merci à vous. Et puis, en attendant, restez clutch. Salut les Frenchies.